Allez, on va se livrer à un exercice que j'adore faire, c'est voir combien il faut d'actions pour générer 1 000 € par mois de dividendes. Alors aujourd'hui, ça va être Apple. La dernière fois, j'ai fait l'action totale et je vais rajouter quelques trucs dessus, c'est-à-dire qu'on va également voir, comparer si on avait investi dans un ETF monde et ce en 2013, sur une période de 10 ans. On va regarder actuellement ce qu'il faut investir et puis ce qu'il y avait besoin d'investir il y a une dizaine d'années. Allez, c'est parti. Combien faudrait-il investir dans des actions Apple pour générer 1 000 € par mois de dividendes? Donc ça, on est beaucoup à chercher des revenus passifs pour améliorer un peu notre quotidien dans nos vieux jours, vu ce que nous prépare l'État français. Et donc les dividendes sont un excellent moyen de parvenir à se faire un complément de retraite. Alors dans cette vidéo, on va étudier quand même deux options. D'abord un investissement dans l'action Apple et puis on va comparer ce même investissement avec un ETF monde, donc beaucoup plus large sur 1600 entreprises distribuant des dividendes. Et vous allez voir, c'est très intéressant comme démarche à faire, ça permet de voir pas mal de choses et mettre pas mal de choses en lumière. Donc en première partie, notre objectif, c'est 1 000 € par mois de dividendes, donc soit 12 000 € par an. Donc comme j'ai fait sur ma dernière vidéo sur Total, comment toucher 1 000 € par mois avec les actions Total, je ne prends pas en compte, l'inflation, je ne prends pas en compte, les frais que vous pouvez avoir sur vos enveloppes d'investissement. Donc, là, ce sera pas un compte titre forcément Apple. Donc je prends pas les frais d'achat et puis je ne prends pas, les différentes taxes que vous pouvez avoir sur les dividendes. Le but, c'est que ça reste quand même assez simple et ça donnera un ordre d'idée. On n'est pas à l'euro près, ça donne un ordre d'idée, un ordre des choses. Voilà. Alors, Apple est l'une des entreprises les plus célèbres au monde et elle verse aussi des dividendes à ses actionnaires. C'est pas une société de rendement, c'est une société de croissance, mais moi je pense qu'elle commence à arriver à maturité, bien qu'elle soit pleine de cash, je pense qu'elle commence à arriver à maturité. Et donc aujourd'hui, le dividende annuel par action Apple est de 88 centimes de dollars. Alors, pour toucher 12 000 dollars par an, on va mettre en dollars, hein. Dollar, euro, il y a une petite différence, mais globalement, ça va pas changer vraiment l'ordre des choses, hein. Donc 12 000 dollars par an, on va faire un calcul rapide. Avec un dividende à 0,88 centimes par action, on va diviser notre objectif par ce montant. Donc le nombre d'actions nécessaires sera bien égal à 12 000 dollars divisé par 88 centimes par an, et ça va nous faire 13 636 actions. Donc vous voyez, alors, c'est beaucoup d'actions, mais voyons combien cela représente en termes d'investissement. Et là, à mon avis, ça va piquer un petit peu. Alors aujourd'hui, l'action Apple est aux alentours des 180 dollars, voire même plus maintenant, parce que je crois qu'elle est à 230. Là, j'ai pris sur 2023. J'ai fait pour faire un 2013-2023 après. Donc 180 dollars, c'était en 2023. Avec 13 636 actions, notre investissement total devrait être environ 2 450 000 dollars. Oui, donc là, ça fait mal. Clairement, c'est pas pour le commun des mortels. Et donc, il faudra investir 2,45 millions de dollars. C'est une somme considérable, ce qui montre bien qu'Apple reste une action de croissance plus qu'une action à haut rendement de dividendes. Ça, je crois qu'on l'a remarqué. Alors maintenant, si on avait investi en 2013, ça, c'est ça qui est important, c'est que quand on prend une entreprise, il faut pas le voir à l'instant T, sauf si vous prenez une entreprise de rendement. Et encore, faire un 200 000 € sur une entreprise juste comme ça de rendement, je pense que tout le monde peut pas le faire. Sinon, vous êtes vraiment beaucoup exposé à une entreprise. Donc, on va imaginer un scénario. J'achète du Apple en 2013 et je voulais toujours toucher ces fameux 1 000 € par mois de dividendes. Donc en 2013, le prix de l'action ajusté des splits. Donc les splits, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand on vient, diviser le prix de l'action. Mettons, vous avez une action à 100 dollars, vous faites un split pour 10, donc après le split, vous avez 10 actions à 10 dollars. 10 actions à 10 dollars, c'est 10 fois 10, 100, vous retrouvez vos 100 dollars. Avant, vous aviez une action à 100 dollars, maintenant vous en avez 10 à 10 dollars. Donc ça permet, on va dire, à l'entreprise d'attirer plus d'investisseurs. Parce que sur certaines actions, si c'est trop cher, mettons que c'est à, je sais pas, 7 000 € pour acheter une action,
bah, ceux qui peuvent pas faire d'achat en fractionné, par exemple fraction d'action, eh bien, ça les met de côté. Donc ça permet d'attirer des vrais investisseurs et puis les gens se disent: «Ah bah oui, c'est pas cher, on achète», alors que c'est exactement la même chose, 10 actions à 10 ou une action à 100 c'est la même chose, voilà. Donc le dividende annuel en 2013, l'action valait dans les 15 pardon. L'action valait dans les 15 dollars. Vous voyez, c'est passé de 15 à 230 aujourd'hui, 180 en 2013. Et le dividende annuel était d'environ 0,44 par action. Bon, maintenant, pour atteindre notre objectif avec ce dividende de 44 centimes en 2013, il nous aurait fallu environ 30 000 actions. 30 000 actions de 2013. Donc si on fait 30 000 fois 15 ça nous donnait 450 000 C'était déjà une somme énorme à l'époque. Donc qui pouvait mettre 400 000 comme ça d'un coup sur la table? Je pense pas grand monde, mais ça donne un ordre d'idée. Et donc en investissant 450 000 en 2013, nous aurions atteint 1 000 € par mois aujourd'hui largement. Et avec l'augmentation du dividende à 88 centimes de dollars, on recevrait environ 2 200 $ par mois. Environ, hein, c'est un ordre d'idée. Donc 2 200 $ par mois. Ouais, donc là, c'était largement fait. 10 ans avant, avec un investissement, 10 ans avant, vous voyez, au lieu de 2,5 millions, vous investissiez 450 000 $, eh bien, vous auriez une valeur de portefeuille sur Apple à 5,1 millions de dollars. Voilà, c'est énorme. Donc non seulement vous aviez largement atteint votre objectif de 1000 $ par mois que vous aviez fait en 2013, hein, de toute façon, en achetant vos actions, vous seriez passé à 2200, on va dire, dollars par mois, donc c'est fait un peu plus de x2. Et puis, votre investissement de 450 000 $ serait passé à 5,1 millions de dollars. Alors ça, c'est beau, hein, parce que on le voit sur le papier, c'est plus facile de le faire quand on regarde les courbes. Maintenant, je pense que si vous aviez investi sur Orange, la courbe n'aurait pas la même tête que sur Apple. Maintenant, il faut bien comprendre une chose, c'est que ça, Apple, il y a 10 ans, je pense qu'il y a pas grand monde qui aurait dit: «Bon, allez, même Warren Buffett, vous voyez, il pas rentré tout de suite, cette entreprise-là va devenir la première entreprise mondiale» et je pense que, en tant que particulier, on est incapable de savoir quelle entreprise va devenir le futur, 1er mondial. Sinon, bah, peut-être que là, ce sera, je sais pas, une entreprise, mettons, de captation du CO2, une toute petite entreprise ou une petite entreprise actuelle, captation de CO2 et puis, bah, avec le réchauffement climatique, je sais pas, on sait pas, on peut pas savoir. Le truc s'accélère et puis ça devient une boîte qui vend plein de choses pour la captation du CO2 et ça devient le leader mondial, vous voyez? Ça, on peut pas le savoir et je pense que sur Apple, personne ne pouvait le savoir. En même temps, qui, en ayant mis, mettons, même si on met 45 000 $, on divise par 10, vous vous retrouvez avec 510 000 $. Qui aurait tenu la position aussi longtemps? Entre 2013 et 2023. Je pense que peu de gens, déjà, quand vous faites un x2, x3 sur une action, vous vous posez forcément psychologiquement la question: «Est-ce que je revends? Est-ce que je prends mes bénéfices?» parce que si l'action, elle retombe ou si ça descend, on ne sait pas. Vous voyez? Ça, on peut pas savoir. Il y a des acheteurs de Nvidia, je pense que la plupart des acheteurs de Nvidia n'ont pas pris toute la hausse. Je suis sûr de ça. Tous les investisseurs, au moins 99 des investisseurs, n'ont pas pris toute la hausse sur Nvidia, sinon tout le monde serait riche si c'était aussi facile. Et c'est là où je vais vous emmener maintenant, c'est-à-dire que ça, c'est beau sur le papier, ça vend du rêve. Maintenant, cette entreprise Apple, il faut savoir que les entreprises, toutes les décennies, c'est jamais les mêmes dans les 10 premières capitalisations mondiales. Donc là, je vais vous mettre les tableaux. Donc on va commencer alors aujourd'hui, donc là j'ai pris sur 2023, mais c'est pas grave, c'est la même chose, sauf que on va dire Nvidia est passé devant Apple. Et je pense que peu de gens, ça, auraient pu le détecter en tant que particulier de prendre toute cette hausse sur Nvidia. Donc les premières sociétés, il y avait Apple, Microsoft, Saudi Aramco, donc Alphabet c'est Google, Amazon, Nvidia, Tesla, Berkshire Hathaway, Berkshire Hathaway c'est la société de Warren Buffett, Facebook, Meta, donc, et puis Taiwan Semiconductor. Ça, c'était 10 premières de 2023. Maintenant, si on recule d'une décennie, on va revenir même un peu plus loin, on va revenir sur 2020, vous voyez. Là, déjà, ça change beaucoup. La première entreprise mondiale, c'était Microsoft. Microsoft qui, en 2023, est passé en deuxième capitalisation mondiale. Donc, celle-ci est restée dedans. Mais après, c'est General Electric, Cisco, Walmart, donc les magasins, ExxonMobil, pétrole et gaz, Intel, donc l'informatique, NTT Domoco dans les télécoms, Royal Dutch Shell, pétrole et gaz,
Pfizer pharmaceutique et Nokia en technologie. Et Nokia, eh bien, ça a pris une sacrée gamelle. Voilà. Et certaines sont aussi sorties, ça reste des bonnes entreprises, mais elles sont plus dans le top 10 des capitalisations mondiales. Et puis si on recule encore, là on va dans les années 80, eh bien, on a IBM, voilà, AT&T dans les télécoms, c'est un peu, si vous voulez, comme on va dire le Orange américain, Exxon, qui n'est pas encore ExxonMobil, Standard Oil, Shell, Mobil, donc ça va être la combinaison de Exxon et Mobil, ExxonMobil, General Motors, Texaco, DuPont et Gulf Oil. Donc là, on voit que plutôt dans les années 80, il y a beaucoup de pétrole, gaz, quasiment que ça, un peu de télécom. Dans les années 2000, c'était plutôt pareil, pétrole, gaz, un peu diversifié, technologie, télécom, pharmaceutique. Bon, c'était plus mélangé dans les années 2000. Et puis là, on voit que en ce moment, c'est de la technologie qui truste les premières places du classement. Donc voilà, ça c'est important à savoir, c'est-à-dire que on ne sait pas dans 10 ans quelles entreprises seront les premières. Voilà. Et je pense que bien malin est celui qui saura dans 10 ans quelles seront les premières. Alors ce qu'il faut pour nous, en tant qu'investisseurs particuliers, c'est aller quand même capter cette performance. Capter, mais sans avoir une boule de cristal. Il y aura des entreprises qui vont bien se débrouiller et il y aura des entreprises qui vont se casser la figure. Alors maintenant, moi, ce que je conseille toujours ce que je conseille, enfin non, ce que je fais moi, j'investis principalement dans un ETF monde. Donc c'est en gros un panier d'actions de 1500 actions et vous achetez à chaque fois une part des 1500 actions au prorata de la capitalisation. Et ça vous permet de toute façon de capter la performance du marché. Le Nvidia, par exemple, si on reprend Nvidia, eh bien il y en a dans l'ETF monde. Et plus ça a été, plus la part de Nvidia était grosse dans l'ETF monde et plus notre ETF monde est monté aussi avec la capitalisation de Nvidia, Apple, etc. Mais il y a 10 ans, c'était pas les mêmes sociétés. Dedans, Nvidia représente, je sais pas, il y a peut-être Nvidia dedans déjà, mais ça devait représenter 0,01% peut-être. Et là, ça doit représenter, je sais pas, 3, 4%, 5% peut-être de l'ETF, j'en sais rien, mais au niveau de la capitalisation mondiale. Donc voilà, et ça c'est important. Donc maintenant on va faire le même exercice si j'avais investi en 2013 dans un ETF monde. Donc là j'ai pris un iShare IWRD, donc le ticker c'est le petit groupe de, on va dire, de 4 lettres qui permet de distinguer notre ETF. Eh bien, en 2013, notre part d'ETF, elle se négociait aux alentours de 35 $. Donc avec un budget de 450 000 $, c'est bien le même budget que si vous aviez mis 450 000 dans Apple pour avoir vos 1000 $ de dividendes mensuels. En 2013, eh bien, on aura pu acheter donc 12 857 parts d'un ETF monde. Voilà. Donc maintenant, on va regarder la partie dividende de cet ETF monde. Donc en 2013, cet ETF monde distribuait un rendement d'environ 0,52 $ par. Donc si on fait 12 857 fois 0,52 $, on tombe sur 6 686 $ par an. Ça fait à peu près 557 $ par mois. Donc on est quand même moins qu'Apple à l'époque, hein, vous voyez, moins qu'Apple à l'époque, hein, puisque 557 $, un ETF monde, ça distribue environ 1,5-2% par an de dividendes. Et donc en 2024, par contre, le dividende, lui, a progressé à 1,1 $ par part. Donc nos 12 857 parts, maintenant, nous génèrent 14 143 $ par an. Vous voyez, donc ça fait 1178 $ par mois. Donc là, l'objectif était atteint. Donc si vous aviez voulu acheter en disant de TF1, moi je préfère quelque chose de plutôt diversifié, eh bien vous auriez eu 1500 entreprises, et vous aurez quand même capté, alors pas autant qu'Apple, mais globalement faire un one shot sur Apple, c'est pas la bonne idée. Mais vous auriez capté bien la performance du marché quand même. Donc avec le TF Monde, non seulement vous auriez atteint notre objectif de 1000 € par mois en 2013, mais en 2024 il était atteint, même on aurait fait quasiment 20% de plus, mais aussi on aurait bénéficié de la stabilité de l'investissement diversifié qu'offre un ETF. Donc maintenant, la valeur de l'investissement en 2024.
24. Combien vaudrait notre ETF? Donc ça, la part est environ de 85 $. Donc la valeur actuelle, ça ferait 12 857 par fois 85, la valeur de la part, et ça donne quand même 1 092 000. Donc ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est avec votre investissement de quasiment 450 000 $ au départ, vous vous retrouvez avec quasiment 1 100 000 et une croissance solide. Et l'avantage, c'est que vous vous posez pas la question: est-ce que ça va chuter? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Eh bien, mettons, maintenant, il y a une fraude sur Apple. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé, même dans des grandes entreprises. La dernière, je crois que c'était dans le DAX, justement, dans l'indice allemand. Les comptes ont été trafiqués et puis, l'affaire fait un scandale, pouf, la société, s'effondre en bourse. Donc là, si vous aviez du Apple, vous étiez bien content parce que vous étiez passé de 450 000 à 5 millions et ça peut arriver. Il y a magouille, pouf et la société, beh, voilà, fait faillite ou alors est carrément décotée. Eh bien, tout votre, jolie plus-value latente s'envole. Maintenant, votre ETF monte. Apple représente maintenant, 5, je sais pas, 5 de votre ETF. Elle tombe, voilà. Il y a cette magouille, pouf, Apple, c'est terminé. Eh bien, elle va être remplacée au prorata par les autres entreprises. Elle va sortir ou elle va être dans une pondération beaucoup plus faible, mais les autres vont représenter une plus grande pondération. Donc ça ne veut pas dire que votre indice, il va pas descendre. Il va descendre un petit peu. Et là, Apple, par exemple, dégage, mais c'est remplacé par d'autres entreprises, et ainsi de suite. Ce qui fait que mathématiquement, votre indice ne peut pas faire faillite. C'est impossible. Il y aura toujours, tant qu'il y aura des entreprises dans le monde, eh bien, votre indice, il pourra perdre 80%, 90%, mais il ne pourra jamais faire faillite. Ce n'est pas possible. Alors, pour conclure, on voit bien que l'action Apple et un ETF distribuant des dividendes sont deux approches très différentes pour générer des revenus passifs. Apple a une croissance exceptionnelle ou a eu une croissance exceptionnelle. Après, je vois mal même une société comme Apple encore faire x10 ou x100. Enfin, ça me paraît énorme. Mais bon. Et son rendement en dividendes est faible. Par contre, un ETF World distribuant des dividendes, comme celui que je vous ai présenté, le iShare IWRD, offre un rendement plus stable et une belle diversification. Voilà, ça c'est important à prendre en compte. Et si tu veux aller plus loin dans l'investissement et puis apprendre de nouvelles choses, je te mets en lien deux vidéos et un bouton s'abonner. N'hésite pas, tu recevras mes vidéos directement en notification. Je te souhaite une excellente journée et à bientôt.